désormais. La matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis donc très heureuse de recevoir Le Yarl qui est auteur de ce livre. Ça va mal finir depuis la nuit des temps. Tout est question de territoire, un livre coécrit avec Jean-Luc Riva aux éditions Nimrod. Voilà, vous le voyez ici, le livre, un livre très important qui raconte beaucoup de scènes, d'expériences qu'a vécu Le Yarl dans sa vie. Alors, sa vie autour justement des questions de sécurité, de responsables de sécurité de boîtes de nuit, jusqu'à c'est aussi ces cours de MMA et puis justement ces questions de franchise qu'on va aborder puisqu'il y a eu des condamnations. Mais d'abord, je suis très heureuse de vous recevoir. Bonjour Le Yarl. Du coup, on dit Le Yarl ou Yarl? On dit bien bonjour. Le Yarl. Bonjour. Le Yarl. Merci de m'avoir reçu. Alors d'ailleurs, peut-être pour que ce soit clair pour tout le monde, le Jarl, c'est scandinave et ça veut dire le chef. Ça veut dire le chef de guerre. Le chef de guerre. Le chef de clan. C'était comme ça à l'époque des Vikings. Il y avait toujours un chef de clan qui protégeait tout le groupe, tout le clan. D'accord. Alors, vous avez eu une histoire, un parcours de vie absolument incroyable. On va prendre le temps de le raconter. On va commencer par la fin, si vous le voulez bien, parce que je voudrais qu'on réponde aussi à beaucoup de nos auditeurs qui nous posent ces questions sur les dernières condamnations. Je voudrais qu'on éclaircisse ces points-là et ensuite qu'on revienne sur tout votre parcours et tout ce que vous racontez dans votre livre. Et notamment, une des questions que vous posez, et qui est d'ailleurs le titre de votre livre, hein, ça va mal finir. Vous posez une vraie question d'insécurité, de violence grandissante et de la réponse qu'on apporte ou que finalement la société n'apporte pas à cette insécurité. Et ça, je voudrais vraiment qu'on y retourne parce que vos méthodes choquent peut-être, mais elles ont l'air de fonctionner d'après ce qu'on peut lire dans le livre. Donc on va y revenir, mais d'abord, je ne sais pas si vous voulez vous présenter et raconter vous-même votre parcours jusqu'à ces dernières condamnations. Vous n'avez plus le droit d'exercer en tant que coach sportif pendant 3 ans. Vous avez été condamné pour avoir utilisé ce diplôme de coach, d'avoir été coach sans diplôme requis. Alors ça, vous allez peut-être nous expliquer, parce qu'il y a aussi un problème administratif, puisque il n'y a pas de diplôme de coach aujourd'hui de MMA. Donc voilà, est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours et ces dernières condamnations avant qu'on arrive sur le fond de votre livre? Alors, avec plaisir. Alors, le parcours, évidemment, vous avez vu, j'ai eu beaucoup d'entreprises avec ma femme. On a eu 8 entreprises. Beaucoup de vie dans une vie. Oui. Beaucoup de vie dans une vie. C'est-à-dire qu'on fait partie des gens qui aimons le travail, qui aimons les gros challenges, et puis on y va. Sur 8 entreprises, on en a échoué une seule sur 8. C'est pas mal quand même. Il y a beaucoup de gens, d'entrepreneurs qui rêveraient d'avoir un tel parcours. Et celle qu'on a ratée, c'était un gros réseau de franchises. Et il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, ça date. C'était Fightness, voilà. Il y a eu plus d'une dizaine d'années, on avait une douzaine de franchisés. Et dans cette douzaine de franchisés, on en a eu 3 avec qui on était en conflit. Comme ça arrive dans tous les réseaux de franchises de France, d'Europe et du monde. Les gens sont surpris parfois, mais ça reste des entreprises. Quand il y a des désaccords commerciaux, ça se règle dans les tribunaux. On ne parle toujours de ce qu'on perd. Les gens ne parlent de ce qu'on perd, ils ne parlent jamais de ce qu'on gagne. J'ai gagné des procès et j'en ai perdu. Voilà, en fait, voilà. Donc on ne parle que de ceux dont on n'a pas gagné. C'est marrant ça d'ailleurs. On ne parle jamais de ceux qu'on a gagnés. Alors dans ceux qu'on a perdus, j'insiste et je le redis tout le temps, j'ai encore eu mon avocat hier, je n'ai jamais été condamné pour escroquerie. C'est important de le dire parce qu'il y a des gens qui disent qu'il a été condamné pour escroquerie. Je n'ai jamais été condamné. Une telle condamnation laisse des traces sur des casiers, on fait de la prison, du sursis, enfin voilà. Je n'ai jamais eu ce genre de condamnation. Par contre, on a eu des désaccords d'entreprise et il y a eu des condamnations comme on peut avoir commerciales. Vous le racontez d'ailleurs tout ça dans votre livre, vous racontez comment c'est arrivé, comment d'abord vous êtes associé avec quelqu'un qui lui avait déjà la franchise fitness, c'est ça? Oui, c'était une autre franchise. Et donc il développe, vous n'êtes pas forcément au courant de tout ce qu'il fait, et donc il signe pour vous aussi des salles de franchise, et puis d'un seul coup on vient vous faire des reproches, vous ne comprenez pas toujours, vous ne pouvez pas suivre tout ce qui se passe. Voilà, la vie d'un businessman. C'est ça. Un réseau de franchise, c'est très compliqué à gérer d'ailleurs. Et je le dis toujours, je ne regrette pas cette partie, même si ça a été dur pour moi et ma femme. Je la regrette pas parce que c'est là où j'ai appris le plus de choses. Quand on gère une entreprise, j'avais que des succès dans mes entreprises, tout ce que je faisais fonctionnait. Quand on rate et qu'on rate bien, on comprend tout. C'est-à-dire qu'on ne gère plus jamais ses affaires de la même façon, on ne dirige plus jamais de la même façon. Et puis voilà, donc suite à ça, passons, parce qu'après, voilà, ça reste ça a plus de 10 ans quand même, c'est loin. Et dans une organisation, c'est-à-dire dans une plainte réelle, où là, la seule chose qu'ils ont trouvée en 2018 de tête, c'était une publicité qui pouvait être trompeuse.
C'est-à-dire qu'en gros, avec une image, avec en dessous marqué en petit coach de MMA, c'était en 2017 de tête, sur plus de 400 images, ils en ont trouvé une seule qui pouvait être trompeuse. Et c'est là-dessus qu'ils ont basé le dernier procès qui a eu lieu en cette année, en fait, il y a quelques mois. Alors encore une fois, et je le dis pour que les auditeurs... Donc en fait, on vous reprochait de vous être présenté comme coach de MMA, ce qui n'est pas le cas puisque vous n'avez pas le diplôme de MMA. Non, de toute façon, il n'y en avait pas. Voilà, c'est ça. Il n'y en avait pas de diplôme de MMA à l'époque et je fais partie de ceux qui l'ont développé. C'est exactement assez amusant ça, parce que là, on rentre dans les méandres de l'administration. Vous racontez même, parce qu'il y a quand même les ministres qui viennent vous voir, des députés, etc. Dans des commissions spéciales pour s'intéresser à cette place du MMA. Bien sûr, pour développer l'encadrer. Et en fait, vous, avant même que tout ça soit encadré, vous avez mis en place des règles, etc. dans vos différents cours. Et en fait, c'est amusant parce qu'au début, on vient même vous voir en vous proposant, on pourrait peut-être mettre le MMA sous une autre fédération, parce qu'il n'y a pas encore de fédération sportive de MMA. Donc, si on mettait le MMA sous la fédération de boxe voilà, c'est le genre de proposition qu'on vous fait parce que l'administration n'aime pas les places vides. C'est ça. Et donc, vous rentrez dans aucune case. On rentrait dans aucune case. Et puis, en plus, le MMA était très décrié. Par le judo, par exemple, qui était un fervent attaquant de la discipline. Il fallait trouver un endroit. Alors, j'étais pas le seul dans ce développement et dans cette... ce que ça s'appelait, comment on appelait ça déjà, un observatoire du MMA. Ça a duré 3-4 ans. On était plusieurs dedans, plusieurs sélectionnés, et j'en faisais partie. Comment ça s'est procédé pour revenir au dernier procès que j'ai perdu, et je l'ai perdu et puis j'aurais pu faire appel, on n'a pas fait appel, j'ai laissé tomber parce que je sentais que je perdais autant de temps là-dessus que j'avais plus envie de perdre du temps là-dessus. On m'a retiré le droit d'enseigner le MMA pendant 3 ans. De toute façon, ça fait déjà 5 ans que je l'enseigne plus. Je pratique tout seul, je m'entraîne avec ma famille, mes amis, mais j'ai plus de pratique sportive. J'ai 50 ans et j'ai donné ma vie pour le MMA. J'ai enseigné pendant 30 ans. Donc j'ai laissé tomber, j'ai dit c'est pas très grave. J'ai un petit peu de mal avec la justice et puis tout ce qui s'y passe. Je pense que dès que mon nom apparaît quelque part maintenant, de toute façon, je perds un procès. Donc on cherche pas à se battre. Pour information et expliquer aux gens, quand on marque coach de sport ou coach de MMA, coach de tennis, coach de football, il y a des milliers de coachs en France qui n'ont pas de diplôme d'État et qui enseignent, et heureusement. Alors je ne parle pas des diplômes fédéraux parce que j'ai des diplômes fédéraux, c'est important de le dire ça. C'est-à-dire que j'ai des diplômes fédéraux qui me permettaient de donner des entraînements sans être rémunéré. Je n'ai jamais été rémunéré de ma vie pour enseigner. Je l'ai toujours fait bénévolement parce que c'était ma passion, d'ailleurs c'est expliqué dans le livre. Et j'ai gagné ma vie autrement, mais pas en donnant des cours. Vous allez voir votre coach de sport de foot pour vos enfants dans le village, je dis n'importe quoi, à Laval par exemple, il n'a pas de diplôme d'État. Il donne des cours et puis tous les élèves l'appellent, tous les jeunes l'appellent coach, c'est normal. Vous allez emmener votre jeune au tennis, il va faire la même chose et votre coach de tennis n'a probablement pas de diplôme d'État parce qu'il enseigne bénévolement, il a juste des diplômes fédéraux. C'est ce que j'ai fait, mais moi, voilà, on me fait perdre un procès. Et la sentence est assez drôle parce que la réflexion qu'on a donnée à mon avocate, c'était « ce n'est pas parce que des milliers de personnes le font que c'est bien ». Ah bon, d'accord. Voilà, c'était la réponse. C'est pour ça que j'ai dit on abandonne, on laisse tomber, c'est pas grave. Je vais payer l'amende et puis on n'en parle plus. Alors, mais vous avez continué de payer puisque vous avez encore dernièrement une implication pour des violences devant le club dont vous gérez, dont vous êtes responsable de sécurité, le 1988, le Live Club à Rennes. Alors là, on ne paye rien parce qu'il y a une enquête en cours. Il y a des articles qui nous protègent quand même. Que la seule personne qui a été pour l'instant convoquée, auditionnée, c'est le propriétaire des lieux. Aucun des agents de sécurité en poste à ce moment-là n'ont été encore auditionnés. Et pour ma part, ce ne sont pas des violences qui me concernent puisque à titre personnel, pour ma part, il n'y a eu absolument aucune violence. C'est important parce que les gens ont vu des vidéos en pensant que par exemple c'était moi qui gazais, sauf que c'est pas mon bras. Tout le monde ne vous connaît pas forcément. Puis c'est pas mon bras, c'était le bras de l'autre agent. Bon, après on peut, d'accord. Donc enquête en cours. De toute façon, vous n'êtes pas condamné et c'est pas à nous de vous condamner. Moi, je voulais faire le clair sur ces différents éléments. Ça marche. Maintenant, justement, je trouve que votre livre est très intéressant aussi dans ces questions sécurité. C'est dans vos méthodes aussi. On peut, là, vous dites, c'était pas mon bras, mais on sait que votre bras a déjà frappé. Vous le racontez plusieurs fois dans ce livre. Soit parce que, en tant que responsable de sécurité de boîte, soit parce que, justement, dans vos entreprises de sécurité, on va vous appeler pour des missions, on va vous missionner. Et là, ça devient particulièrement important, je pense, et on va prendre le temps d'en parler. Par exemple, justement, alors il y a cette fameuse moment où une commune fait appel à vous. Je voudrais lire l'extrait.
parce que on voit à quel point en fait la France est bloquée. La police ne sait plus quoi faire. La police vous reconnaît et apprécie votre travail, faut le dire. La gendarmerie vous reconnaît, apprécie votre travail. Donc, elle vous recommande auprès de communes qui ne savent plus comment se débrouiller de mineurs qui font n'importe quoi. Et ça commence comme ça. Alors après, évidemment, dans l'opposition, ça a fait beaucoup de bruit. Mais je voudrais qu'on revienne sur ce passage, si vous le permettez. Et après, vous allez commenter tout ça et ce qui se passe dans notre triste pays sur ce sujet. Alors voilà, vous êtes convoqué par le maire notamment, mais voilà, toute une petite assemblée qui vous attend à Guéméné Pemfao, donc en Loire-Atlantique, donc une commune de 5000 âmes, comme vous dites. Et là, voilà, le maire explique. Depuis plusieurs mois, une bande de jeunes du village a décidé de mettre celui-ci en coupe réglée. Ils ont démarré doucement, des graffitis puis des insultes sur des gens du village. Mais là, ils commencent à molester les passants. Et là, évidemment, les gendarmes ont recommandé de faire appel à vous. Vous vous étonnez, vous dites ce sont des mineurs, est-ce que c'est vraiment des mineurs, pourquoi personne ne réagit? Et en fait, le maire vous répond, mais on est au bout du bout, monsieur, on est démunis contre cette délinquance, on nous sort l'excuse de la minorité à chaque fois, et ces petits cons nous font des bras d'honneur. Tiens, ils m'ont caillassé la maison pas plus tard qu'il y a 8 jours, c'est bien simple, ma femme n'ose plus mettre un pied dehors en fin de semaine. Alors voilà, on nous a dit que vous n'hésitiez pas à faire des descentes afin d'aller affronter certaines communautés. Évidemment, donc c'est les gendarmes qui vous ont balancé et après vous allez mettre en place une méthode armée, on va dire, contre ces jeunes. Mais vous dites juste, maire, je vous préviens, je vais utiliser ma méthode à moi et il faudra juste que vous me laissiez faire. Et il va vous laisser faire. Est-ce que vous pouvez raconter exactement ce qui s'est passé ? Exactement, tout est marqué dans le livre, donc je laisserai les gens aller le découvrir. Oui. Mais les grandes lignes, vous les avez expliquées, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire qu'on a été en gros mandaté par une mairie pour pouvoir aller régler des problèmes qu'ils ne parvenaient plus à régler avec des mineurs qui traînaient la nuit à 2h du matin, ils avaient tapé à coups de pelle le cantonnier qui avait eu des grosses blessures. Enfin, on ne parle pas de mineurs gentils, on parle de mineurs qui mettent en danger les gens autour. Ils avaient agressé une petite dame, une grand-mère, quand elle a voulu aller chercher de l'argent à son guichet. Enfin, il y a eu beaucoup de faits qui ont fait qu'à un moment donné, ils n'avaient plus le choix de trouver des solutions parce que, on va dire, les méthodes conventionnelles ne fonctionnaient pas. Quand on a un gamin de 13-14 ans, je l'explique dans mon livre, qu'on les laisse traîner à 2h du matin dans les rues, est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est la vie normale d'un enfant de 13-14 ans ? Est-ce que c'est la vie normale ? Est-ce que ce sont des parents responsables qui laissent faire ça ? Je vais apporter la réponse comme je le fais à chaque fois, c'est non. Ce n'est pas normal. Que font nos enfants à 3h du matin, un jeudi soir, par exemple, où normalement il y a de l'école le lendemain ? Oui, mais ce qui est terrible, avant qu'on continue l'histoire, ce qui est terrible, c'est que la police, elle, n'a rien pu faire contre ces mineurs. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Il n'y a rien à faire. C'était déjà comme ça il y a 20 ans et c'est pire aujourd'hui. C'est encore pire aujourd'hui. Donc quand les mineurs arrivent et passent en scooter et caillassent la gendarmerie, par exemple, parce que eux c'était le cas, d'ailleurs ils faisaient ça les faisait marrer, ils balançaient des pierres sur les vitres de la gendarmerie. Autant vous dire que déjà il y a 20 ans, certains groupes de jeunes s'en foutaient. Et ça commençait comme ça. Et voilà, donc on a employé des méthodes que j'utilisais déjà en établissement de nuit quand on avait des gros conflits avec des gros groupes. Quand je dis des gros conflits, c'est des dangers en fait. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des morts, donc il faut vite que ça s'arrête. Et dans ce cas de figure, on est allé voir ces jeunes et on a réglé ça. Donc je laisserai les gens découvrir dans le livre. Et ça a fonctionné, il a fallu 3 jours et ça ne s'est plus jamais reproduit. Jamais ils se sont arrêtés. Mais pourquoi ils se sont arrêtés ? Parce que et les enfants et les parents sont confrontés à la situation réelle. Et on rappelle à tout le monde que un enfant à 3h du matin, quand il a 13 ou 14 ans ou 15 ans, il n'a rien à faire dans la rue. Voilà. Je vais lire quelques extraits quand même pour qu'on se rende compte un peu. Vous allez voir cette bande avec votre équipe et vous dites « Tu défonces le policier municipal à coups de pelle, connard, crois-moi, tu vas ramasser. » Bon, on passe un peu les extraits. Ils ont peur, évidemment. Vous les tabassez en effet, enfin en tout cas certains. Et vous dites, vous allez voir qui domine ici, vous êtes chez moi, sur mon secteur, sur mon territoire, et vous voulez faire la loi. Et là, ils disent, pardon monsieur, arrêtez, je le ferai plus monsieur. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous récupérez les jeunes, vous les mettez dans votre véhicule, dans votre camionnette, et vous ramenez tout le monde chez les parents. Et ça, c'est aussi une méthode. Et en fait, vous intimidez, entre guillemets, également, enfin en tout cas, vous mettez également les parents face à leurs responsabilités, leur disant,
Maintenant, ton fils, il est mineur, il est dehors, il caillasse la police, il tabasse des gens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu dois plus le laisser sortir. Et en fait, vous êtes allé jusqu'à, non seulement il y a la responsabilité des jeunes, mais en plus de mettre les parents devant leurs responsabilités. Oui. Et ça, c'est une méthode, en fait, jusqu'à maintenant. Le jeune n'est pas responsable, mais on ne va pas toucher forcément non plus la responsabilité des parents aujourd'hui. Je parle dans les méthodes judiciaires. C'est une erreur. Actuelles. C'est une erreur. Les premiers responsables, je dis toujours, ce sont les parents. Toujours. Toutes les histoires que je raconte dans le livre, vous avez vu, je parle énormément d'anthropologie, de d'où on vient, comment on fonctionne. Ouais. Voilà. On part par la transmission. C'est-à-dire que l'humanité n'a fonctionné que par une transmission. On a toujours fonctionné comme ça. Notre papa, notre maman nous explique comment on doit avancer, comment on doit marcher, comment on doit parler. Voilà. Et que force est de constater qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a mis en place en France et en Europe ne fonctionne plus. Et que pourquoi ça ne fonctionne plus, je mets, en tout cas moi, dans mon analyse, je mets en priorité la maman et le papa. C'est-à-dire que ce sont eux qui aujourd'hui sont les premiers responsables d'une situation catastrophique de cette génération un peu perdue. Oui. Et là, je parle de tout le monde, hein, toutes les communautés confondues. Moi, je parle souvent des communautés, des différentes origines. Il y a eu un loupé énorme là. Ouais. Et il faut vite qu'on le redresse. Et donc, on fait comment? Quand on a des enfants qui font des dingueries, quand je dis des dingueries, des enfants dangereux pour le groupe. Moi, je parle de groupe. On veut les groupes. Ça a toujours fonctionné comme ça. L'humanité veut être en sécurité, veut être protégée. Les mamans veulent que leurs enfants soient en sécurité quand ils vont à l'école, quand ils vont à leur sport. Voilà. Ça n'est plus le cas aujourd'hui et tout le monde s'inquiète de leurs enfants, tout le monde s'inquiète pour leurs parents, tout le monde s'inquiète de tout le monde. Ce n'est pas normal. Dans un groupe, l'humanité a toujours fonctionné comme ça. On a toujours été protégés. On ne l'est plus. On va continuer d'aller justement sur cette police qui ne peut plus réagir et sur les parents qui ne sont plus face à leurs responsabilités. Mais juste pour montrer que cette méthode, finalement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, fonctionne. D'abord, rappelons qu'à la fin de l'histoire, la mairie est complètement débarrassée de toute cette délinquance. Oui. Il n'en entend plus jamais parler. En plus, vous avez dit en 3 jours, c'est réglé chez moi, en 3 nuits. Le maire rigole, tout le monde rigole dans l'Assemblée, ça prendra au moins 3 mois, etc. Non, vous, en 3 jours, c'est réglé et vous avez fini votre mission. Même ça va plus loin que ça. Ces jeunes, donc les parents ne laissent plus sortir, les jeunes ont peur de sortir, ils veulent plus faire de conneries. Et il y a même un jeune qui grandit donc et qui vous amène un jour son fils de 10 ans, et vous l'emmène dans votre club de MMA et il vous explique, mais vous m'avez tapé un jour, vous vous rappelez? Bon, vous vous dites, bah non, enfin là, je me rappelle pas de vous, etc. Eh bien non, je suis un de ces jeunes de cette commune, vous m'avez fait très peur, et puis depuis, la violence, c'était terminé pour moi. La violence peut arrêter la violence, à condition que celui qui remet la violence est quelqu'un qui le fait dans une situation, on va dire, pas par vengeance, pas par règlement de compte. Voilà, c'est de dire, si tu es violent avec les gens et que tu les mets en danger de mort, je vais te montrer ce que ça fait. Et tu ne gagneras pas. Et tu vas voir que ça pique un petit peu quand même quand on saigne du nez, par exemple, ou quand on prend une grosse claque. Parce que là, c'était des jeunes. Hein, je remets quand on dit violence, on met des claques. Hein, c'est pas non plus, c'est pas des coups de poing avec des gens au sol. Hein, faut aussi relativiser sur la violence. Il y a des étapes. Il y a une graduation, évidemment. Chaque jeune, aujourd'hui j'ai 50 ans, ça aurait pu être mes enfants. Hein. C'est important de le dire. Malheureusement, aujourd'hui, mettre une claque à un enfant, c'est interdit. Voilà, ça se fait plus. C'est pas bien vu. Ok, peut-être qu'il faut revoir aussi ce qui est interdit, autorisé. Quand on a un enfant violent, dangereux pour les autres, il faut réfléchir à tout ça. Je pense qu'il faut refaire un reset de tout et revoir tout, parce qu'on a une génération, et moi je l'ai vécu par le biais de mes différents métiers, ça a explosé l'extrême violence de la jeunesse. Explosé. On les a perdus. Et c'est là où vous dites que ça va mal finir. C'est pour ça que je le dis. On va revenir sur ça va mal finir, mais juste sur cette analyse que vous faites, c'est intéressant parce que vous avez fait une analyse de terrain pur, on peut le dire, et vous avez vu qu'en réagissant comme ça, ces jeunes s'arrêtent et même vont vous remercier, là, sans parler de la commune et du collectif. Mais nous, on a déjà reçu ici le docteur Maurice Berger, qui est pédopsychiatre, et qui explique que cette jeunesse qui n'a plus intégré les lois de la société, mais qui a ses propres lois, en fait, a besoin d'avoir des limites physiques, parce que c'est la seule limite qu'il connaît. Et finalement, vous arrivez au même constat, ce qui est intéressant, parce que là, on a un pédopsychiatre, chercheur, qui a fait ce travail-là, qui travaille d'ailleurs, qui échange avec ces jeunes, souvent quand ils arrivent par la case prison ou juste avant. Et vous, sur le terrain, donc finalement,
aujourd'hui, pour revenir sur ça va mal finir et l'analyse, enfin la réaction de la société aujourd'hui, finalement, on est complètement à côté de la plaque par rapport à cette violence. Complètement à côté de la plaque, et tout ce qui est mis en place est fait pour aller vers une direction où ça va être grandissant. La chose importante à expliquer, vous venez de le dire par le pédopsychiatre qui donnait en gros la même analyse que moi, mais sauf que moi je le fais sur le terrain directement et lui il l'a fait par des études. En plus de ça, cette jeune génération perdue, violente, agressive, vous savez, moi il ne me déteste pas puisqu'il venait à la boîte. C'est-à-dire qu'en fait il me respectait. Et ça peut paraître incroyable, ça peut surprendre des gens qui n'ont pas... parce que vous vous faisiez respecter. Parce que je me faisais respecter avec les mêmes règles qu'eux. Oui, et je leur disais, attention, par contre, j'étais dans le bon camp. C'est-à-dire, attention, il y a une ligne rouge. Ça, vous avez le droit. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Quand vous faites ça, c'est pas bien. Alors, quand c'est pas bien, je suis là. Et je vais pas être content. Mais quand c'est bien, je vous félicite. Je donne des exemples de jeunes qui ont fait des dingueries, dont des agressions sur des demoiselles, des femmes, dont une qui avait eu des grosses blessures au visage. Je rappelle l'histoire du gars, je le retrouve, je finis par faire avancer l'enquête plus vite que la police parce qu'il ne le retrouvait pas, moi je l'ai retrouvé le gars. Ouais. Il a été auditionné, convoqué. C'est un gars qui à un moment donné est venu me voir quelques mois après en me disant merci, je vais partir à l'armée, j'ai compris que j'avais besoin de ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, j'étais plus en guerre avec lui. C'est-à-dire que je lui ai dit, et d'ailleurs ça s'est fini comme ça, je lui ai dit, reviens vite me voir dans un an. Et raconte-moi ton histoire parce qu'elle va m'intéresser. Voilà. Tu as compris en fait que là, c'était pas bien, t'es allé trop loin. C'est un jeune qui tapait assez fréquemment les demoiselles. C'était pas qu'une fois, 2 fois, mais plusieurs fois. Ouais. En me croisant un jour, il a changé de direction. C'est pas ses parents qui ont réussi à faire ça, c'est moi. J'y peux rien, c'est parce que ma méthode a fonctionné. Ça peut choquer, ça peut déranger, et je ne suis pas en guerre avec lui. C'est-à-dire qu'on finit notre histoire en disant oui, il y a eu un moment donné, on a été en guerre, parce que je lui ai dit non, là tu vas voir que tu vas pas me taper comme tu vas taper les demoiselles, ça va être plus dur, et je vais te montrer que ça fait mal. Et puis il y a la suite, mais la suite est positive, c'est-à-dire que ça l'a recadré, ce jeune. Je parle d'un jeune qui a une 20aine d'années, ça l'a recadré, il était perdu. Alors je lui donne pas d'excuses, c'est trop facile les excuses, mais par contre j'essaie de comprendre ce qui se passe. Je veux comprendre pourquoi il en arrive à ça et comment on va régler son problème. Et l'idée, c'est de parvenir à le régler. Et ça marche. C'est-à-dire que ce jeune va finir, à l'armée, ça va lui changer sa vie. Il y a des règles. On travaille en groupe, on travaille avec un chef de clan. À l'armée, ils ont leur yarl. Qui va commander, qui va diriger, qui va dire, toi, tu te lèves à telle heure, tu vas faire ton lit, et c'est parti, après, on va aller faire du sport. Ça leur change la vie. Ils ont des limites. Ils ont leurs limites. Il y a ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de pas bien. Le problème avec notre génération, pas tous, attention, mais une certaine jeune génération, il n'y a plus de limites. Tout est possible. Et je l'explique dans mon livre, ça démarre des parents. Vraiment, ça démarre des parents. Je parle toujours de territoire et de clan. Le premier territoire, c'est la chambre. C'est le premier territoire. Il y a quelques mois, on a vu une affaire où des jeunes sont sortis avec des machettes dans un RER. Et puis, les premières constatations de la police nationale, c'est quand ils rentrent dans la chambre des enfants de 14 ans, il y a des haches et des couteaux. Oui. Je parle à tous les auditeurs, maman ou papa. Si vous êtes une maman, si vous êtes un papa, est-ce que les parents normaux laissent dans la chambre d'un enfant une machette et des couteaux de 14 ans? Je parle à un enfant de 14 ans. Non, là, tous les gens normaux vont dire non. Voilà. Là, dans ce cas de figure, c'était le cas. Donc la responsabilité, c'est pas celle, souvent on va dire oui, mais c'est l'éducation nationale, ou oui, c'est l'intégration qui marche pas, oui, c'est à cause des logements sociaux. Pour vous, c'est avant tout les parents qui jouent pas le rôle. C'est les parents qui jouent plus le rôle. Alors j'ai eu des convocations où j'ai vu des parents venir me voir en me disant mes enfants me font peur, mon fils me fait peur, il a tapé sa mère. Ils sont débordés, quoi. Ils sont débordés, ils sont perdus totalement. J'ai souvent des parents qui m'écrivent parce qu'ils vivent cette situation en me disant le Yarl, tu parles, tu dis que les parents, mais moi j'arrive plus à tenir mon fils. Si, il va falloir y arriver à le tenir, le fils. Alors il va falloir trouver des solutions, mais il faut le tenir en fait. Parce que mais comment vous expliquez qu'aujourd'hui les parents n'arrivent plus à tenir leurs enfants alors qu'avant ils y arrivaient? Parce qu'on leur a empêché de tout faire, comme pour la police nationale ou la gendarmerie. En fait, à un moment donné, quand on bride tellement les gens avec des règles, des lois, des trucs, des fois complètement idiots, évidemment qu'on sait qu'il faut. Vous dites empêcher de tout faire, c'est-à-dire empêcher de donner une claque à son enfant. Mais attrapez votre enfant et secouez-le dans une grande surface pour dire arrête d'embêter les gens ou tu n'as pas le droit de voler. Vous allez voir comment les gens réagissent.
C'est-à-dire que vous êtes en train de dire à votre enfant que c'est pas possible. Juste attrapez-le par l'épaule et secouez-le. Vous allez voir que les gens vont venir. On les a tellement conditionnés à tout interdire ou tout faire. Non, faut rien faire. Faut faire vous savez, les punitions positives. Ça me fait marrer. Moi, ça n'a jamais fonctionné. Une punition positive. Une punition, c'est automatiquement négative. Punir. Mais encore faut-il que les parents soient présents. Il y a aussi ça. Il y a aussi, moi, je connais beaucoup de professeurs, par exemple, qui ont des problèmes avec des élèves violents. Ils disent, il y a même plus de parents, ou alors il y a que la mère, mais sans le père. Le père a déserté. C'est souvent les mamans qui m'écrivent dans ce cas de figure en me disant je n'ai plus le papa. Alors, on touche un sujet fort. On est dans un pays où 2 couples sur 3 divorcent quand leurs enfants n'ont même pas 5 ans. Ça veut dire qu'il y a aussi un problème là dans notre pays à force d'avoir. Alors moi je suis un peu vieux jeu là-dessus, mais moi j'aime quand les parents restent unis, j'aime jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand on a des parents, quand on devient parent, on fait tout ce qu'on peut faire pour garder nos enfants jusqu'à ce qu'ils partent de la maison. Ça, normalement c'est la règle. L'humanité a fonctionné comme ça. Sauf que depuis quelques années, ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus et ça complique les choses. On voit que s'occuper d'enfants, sauf quand ils sont grands, hein, quand on dépasse un certain âge, il n'y a plus le cas, mais quand les parents se séparent et que les enfants sont jeunes, ça fracasse les enfants. Moi, je vous le dis, je sais de quoi je parle, puisque moi aussi, je suis issu d'une famille séparée. Donc, je peux en parler. Et quand j'entends parfois des parents me dire « Non, vous savez, on s'est séparés, mais dans de bonnes conditions. » Mais arrêtez 2 minutes. Ça fracasse les enfants, systématiquement. Vous croyez que c'est facile pour un enfant de 12 ans de voir ses parents se séparer ? Jamais c'est facile. Il a toujours un choix à faire. Il a toujours un clan à choisir. C'est tout le temps. C'est une histoire de clan. C'est toujours une histoire de clan. Voilà. Et c'est très compliqué. Et donc, alors est-ce qu'on peut changer ça ? Je ne sais pas. Moi, est-ce que les humains vont reprendre une direction à peu près normale ? La maman, le papa, je ne sais pas. Ah oui, le système woke aujourd'hui dit qu'on peut tous se séparer, on peut tous changer. Un homme peut être une femme peut devenir un homme. Oui, je sais, peut-être. Mais quand on parle d'enfants et d'humanité, là, on est en train de fracasser un petit peu notre histoire, quoi. Alors, on va continuer justement sur cette notion de territoire, de clan que vous développez, et puis aussi d'ethnie, parce que c'est aussi quelque chose que vous développez beaucoup sur le fait que, et ça c'est très intéressant aussi, par votre expérience, vous êtes formé une forme de compréhension, de réaction de chaque population, et vous dites en fonction des ethnies, eh bien ils vont réagir différemment. Et alors, vous avez cette scène que j'essaie de retrouver quand ils sortent de boîte de nuit, vous dites, pardon, tout le monde se retrouve sur la dalle. Mais là, les réactions, en fait, quand on est en boîte, chacun est dans sa salle, dans son ambiance, dans sa musique. Mais sur la dalle, on peut avoir tout un mix ethnique qui peut provoquer, qui peut devenir dangereux. Et c'est là où vous faites très attention et vous savez qu'il faut être toujours vigilant. Et vous racontez qu'en effet, là, vous avez votre explication, il peut y avoir des violences ou une attaque entre guillemets d'un clan vers un autre et que vous commencez à connaître par cœur en fait ce fonctionnement. Bien sûr. Vous pouvez raconter un peu. Bah oui, j'ai fait ça 30 ans de ma vie à gérer différents groupes, différentes situations. Ça marche et dans le sport et ça marche dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que j'ai aussi une vie, contrairement à mes détracteurs, ça les dérange, mais j'ai 30 ans dans le sport, c'est pas rien, 30 ans, avec des associations de MMA. Ça marche partout. En fait, nous sommes des animaux, faut pas l'oublier, mais qui sont finalement très récents. On n'a que 70 000 ans là. Et 70 000 ans sur la planète, c'est rien. Donc, vous pourrez dire, les gens pourront dire ce qu'ils veulent, les spécialistes pourront dire ce qu'ils veulent. On a une empreinte génétique marquée qui est très forte. Et cette empreinte génétique est toujours prioritaire sur ce qu'on fait, toujours. Alors que vous parliez, je vais revenir sur ce que vous avez dit, est-ce que c'est un sujet intéressant ? La partie... vous savez, on me dit souvent, moi, quand je fais des soirées techno, il n'y a jamais de problème. Oui. On me dit ça souvent. Oui. Je me marre, je dis, c'est normal, vous êtes tous ensemble. Oui. Vous êtes entre vous, quoi. Vous êtes entre vous. Clan, oui. Oui, c'est le même clan. Ils disent non, en techno, on est très... nous, on veut tout le monde, machin. C'est faux. Oui. Vous regardez les photos des soirées techno, il n'y a que des blancs. C'est pas grave, moi ça me dérange pas ça. En fait, moi j'aime les humains de n'importe où d'où ils viennent. Par contre, je les analyse pour les comprendre et savoir comment on doit les gérer. Ouais, bien sûr. Mais vous allez, on va me dire, quand on fait des concerts, ça se passe bien. Bah oui, faites des concerts, tu m'étonnes. Vous allez à un concert, je vais dire n'importe quoi. Bon, ma génération, Sardou. Allez, on y va. Je sais pas si vos auditeurs vont tous connaître Sardou, mais oui, quand même. Et voilà. Mais c'est que les mêmes personnes qui vont voir Sardou en fait. C'est les mêmes personnes. Et quand on est entre nous, ça peut choquer quand je dis ça. Mais quand on est entre nous, on s'entretue pas. Non, on est entre nous. On veut pas la fin de notre groupe, nous. On veut au contraire que notre groupe continue à avancer et vive, existe. Et c'est humain, c'est normal. En fait, on a toujours fonctionné comme ça. Et quand on a une discothèque, c'est un peu plus compliqué. Parce que dans une discothèque, si vous avez plusieurs salles, vous avez plusieurs styles musicaux. Plusieurs ambiances, Plusieurs ambiances. Ça veut dire que déjà là,
plusieurs groupes différents. Oui. Alors ça choque. Non, on va me dire, mais arrêtez de mentir, ne mentez pas aux gens. Les gens qui écoutent le hip-hop, en grande partie, on sait à peu près d'où ils viennent et qui ils sont. Les gens qui vont écouter de la techno, on sait. Les gens qui vont écouter du généraliste, on sait. Et en fait, on a des cases. Je parle souvent d'armure, de situation. Mais on est tous pareils. Et c'est normal. Donc dans les salles, tout va bien. Ça, c'est quand même un peu amusant, donc je veux bien que vous décriviez. Je sais pas comment vous faites pour reconnaître. Je sais pas, là, on a des prototypes. Vous pouvez pas nous dire à leur style, quel type de musique ils écoutent et quel style. Comme ça va être un peu dur. Par contre, je vois. En fait, moi, je regarde les armures. Là, il est en train de regarder les réalisateurs. Je regarde ceux qui sont cachés derrière. C'est la régie, Oui, c'est la régie. Voilà. Et en fait, en fonction de ce qu'ils vont avoir sur leurs chaussures, leurs vêtements, voilà, j'arrive à... Là, je ne vais pas le faire parce que c'est pas bien de faire ça comme ça en direct, mais je suis capable à peu près de dire vers où les gens vont se diriger à peu près. Je sais que, par exemple, le jeune homme de droite, je l'imagine mal écouter du Jul, par exemple. Voilà. Vous écoutez un peu de Jul ? Ça va. Rarement. Bah oui, rarement, voilà. Mais voilà, et c'est pas grave, et c'est tant mieux en fait, parce qu'il il en faut pour tout le monde, et il en faut pour tout le monde, il faut du style pour tout le monde, et c'est ça qui est fabuleux chez les humains, c'est qu'on est tellement tous différents que il y en a pour tout le monde. Par contre, ça veut dire aussi que quand on crée des groupes, il faut être vigilant, parce que quand on mélange les gens, c'est plus compliqué. Alors que quand vous parliez de la dalle, c'est ça, c'est-à-dire que quand vous avez un endroit, un établissement de nuit, c'est un bon exemple, et que tout le monde se retrouve à aller dehors, c'est-à-dire ceux qui aiment le hip-hop, ceux qui aiment la techno, ceux qui aiment le généralisme, là ils se mélangent sur un espace très, très réduit. Et là ça se complique, et c'est pour ça que j'explique tout le temps qu'une discothèque finalement c'est comme un pays. Il y a une frontière, la frontière c'est l'entrée, et à l'entrée on doit faire en sorte que tous ceux qu'on va faire rentrer vont s'entendre. Et malheureusement, parfois, il y a des gens, on le voit direct, ils vont pas s'entendre avec un autre groupe. Ça va être trop compliqué. Et moi, je leur en veux pas. Je les comprends, moi. Je sais pourquoi ils vont pas s'entendre. Et d'ailleurs, ça les fait souvent sourire. C'est comme ça qu'on m'a connu. C'est qu'en fait, je dis les choses. Vraiment. Mais alors dites-les. Je vais vous citer, parce que je voudrais qu'on aille là-dedans. Vous dites, voilà, dans la soirée, il y a plusieurs styles. Le classique, la hip-hop, la techno. Et maintenant, ils vont tous sortir ensemble de la boîte de nuit et se côtoyer sur la dalle, se mélanger avec les risques que cela comporte. Il y a des jeunes cadres, des jeunes des quartiers, des dealers, des gauchos, des slaves, des turcs, des rebeux, des noirs, des franchouillards. Et là, c'est bien, vous dites, on s'en rend bien compte, quand on réunit tout ce petit monde sur un même espace, ça devient dangereux. Et vous dites, notamment, alors je ne sais pas si vous avez le droit de le dire, je ne sais pas si c'est condamnable, donc je ne sais pas, voilà, je ne fais que vous citer. C'est toujours avec les rebeux que ça part, rebeux contre blancs, rebeux contre noirs. Par contre, par exemple, on n'a pas les noirs qui attaquent les blancs ou les blancs contre les noirs. Là, je coupe, mais faut jamais généraliser à 100%. Je mets toujours il y a toujours on va dire, il y a un espace quand même de liberté où évidemment c'est pas tous à 100%. Bien sûr. On va dire qu'il y a une tendance. Voilà, on va parler de tendance. Voilà. Et dans cette tendance, c'est comme ça que ça fonctionne, dans cette tendance. Et vous l'expliquez ? Bien sûr que je l'explique, mais bon, là c'est pareil, c'est dans le livre, je ne vais pas tout donner, puis en plus c'est un peu long, il ne faut pas expliquer sur 3 lignes, il faut vraiment prendre le temps de l'écrire, c'est pour ça que d'ailleurs je dis tout le temps, j'ai écrit ce que je n'ai pas pu montrer en vidéo, parce que les vidéos c'est des shots de 3 minutes, des fois les gens ne me comprennent pas toujours quand j'explique, donc l'écrire sur un livre qui fait 380 pages, c'est beaucoup plus nuancé, expliqué, voilà, et quand je l'explique, on comprend ce que je veux dire, et les gens, les gens qui réfléchissent un peu finissent par dire bah oui, en vrai ça se passe comme ça, mais c'est marrant de dire, ça vexe quand je dis, il y a des gens qui me disent ouais, tu peux pas dire que les rebeux s'engueulent avec les renois. Ah bon? Je peux pas le dire. Pourtant c'est le cas, c'est très souvent le cas. Ils ont du mal à se supporter, je sais pourquoi moi, mais ils ont du mal à se supporter, donc on doit faire en sorte qu'ils se supportent. Alors évidemment on va dire mais moi je suis super pote avec un copain qui est renois, mais moi aussi j'ai plein de potes rebeux, j'ai plein de potes renois, j'étais coach de MMA pendant 30 ans, c'est 80% de nos élèves. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je les connais bien, puisque je suis avec eux, je traîne avec eux, et j'ai des potes. On dit toujours, ouais, il est pas raciste, il dit parce qu'il a des potes rebeux renois. Mais ils me font marrer, les gens qui dansent ça, en fait. J'arrête pas de dire que la France est un pays qui n'est pas raciste. Oui, mais justement, alors expliquez-nous, sans aller sur les 40 pages d'explications anthropologiques, pour revenir à ce côté tribal ou clanique, comment ces différences, et en fait, chacun défend son clan, c'est ce que vous expliquez. Mais c'est ça, en fait, c'est humain, on a toujours défendu son clan, sa partie, ses croyances, ses valeurs.
valeurs, c'est voilà. Et il y en a qui sont qui se sentent plus fragilisés sur leur clan, Oui. donc en fait, ils sont peut-être plus agressifs à l'origine. Oui, parce qu'ils arrivent des endroits où ça a été en guerre pendant 1000 ans, 2000 ans, c'est compliqué. Ils se sont engueulés quasiment avec tout le monde. Ils n'ont jamais réussi à s'entendre clairement des 50 ou 100 années d'affilée avec d'autres groupes. Et qu'à un moment donné, ça, dans une génétique programmée, on a malheureusement toujours un peu des situations compliquées à accepter. Encore une fois, c'est pas une généralité. J'insiste là-dessus. C'est-à-dire que c'est des tendances, c'est une observation. Ouais. Et que si je vous raconte 20 bagarres ou les 20 dernières bagarres de groupes à la sortie de l'établissement de nuit, par exemple, je vais déjà vous donner la réponse. Sur les 20 bagarres, 8 fois, on va avoir des Renois contre des rebeux. Voilà. Ouais. Et ça, toute mon équipe de sécu a pu le constater, tous ceux qui sont sur le terrain le constatent, et nous, on doit faire avec. C'est pas grave, mais on doit quand même faire avec. On doit savoir gérer ça. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut comprendre pourquoi, se dire comment on va les gérer, comment on va faire en sorte qu'ils vont être en paix très vite, parce qu'il faut atteindre la paix quand même. Hein. Oui. Donc très vite, et ça, c'est le travail des agents de sécurité de toutes les discothèques de France. Vous savez que tous les portiers m'écrivent de France et me disent, mais tout est vrai. C'est-à-dire que j'ai pas un mec qui m'a écrit en me disant, j'ai lu ton livre, tu dis des conneries. Non, tous. Et quand bien même les portiers, parce que vous savez qu'il y a plein de portiers rebeux et renois, parce que ça c'est des gens qui sont prêts à des situations très violentes. Donc il y a beaucoup de portiers rebeux renois. Mais tous ceux qui ont lu mon livre ne disent juste qu'une chose, tout est vrai. Ben oui, on le sait. Donc on fait avec. Est-ce que ça veut dire que tous les portiers de France sont des racistes parce qu'ils parlent d'ethnie, d'origine? Mais non, c'est juste qu'ils constatent une situation et avec ça, on doit faire avec. Ouais, oui. Mais comme aller dans les quartiers, regardez, on va faire simple. Les dealers. Regardez les dealers. J'ai eu affaire à eux, moi, pendant 4 ans. Je les connais par cœur, tous, ceux de Rennes. Je les connais tous. Oui, ils travaillent. Voilà. Je les connais. Regardez, il y a des groupes de dealers. D'ailleurs, la DZ Mafia, c'est des rebeux. Vous allez prendre le groupe, je cherche les Renois, comment ça s'appelle, je ne me rappelle plus, ils ont un autre groupe, j'ai plus le nom, bref, c'est un autre groupe, c'est que des Renois. En fait, ils font eux-mêmes leur clan, leur groupe. Oui, bien sûr. Leurs règles. Et là, on ne va pas me dire que c'est pas vrai. Discrimination. Bien sûr, et leur propre discrimination. Et on ne va certainement pas me dire à moi que c'est pas vrai. Tous les faits le prouvent et le montrent. Et voilà. Et d'ailleurs, ils ont même des noms qui se rapportent à leurs origines. Le message est clair. Oui. Le message est clair. Oui, on est en fait dans une société clanique. D'ailleurs, encore une fois, je vais vous rappeler à quelqu'un d'autre qui l'a théorisé, c'est Michel Maffesoli, sociologue, qui parle de retour aux sociétés claniques. Et au fait qu'aujourd'hui, finalement, notre société républicaine, ne réunit plus comme on le voudrait dans un creuset républicain. Non, chacun se retrouve par rapport à son identité forte. Ça a toujours été. Ouais, en tout cas, c'est plus fort. Cette distinction est plus forte aujourd'hui. Elle est plus forte parce qu'on est plus mélangés. Ouais. En réalité, c'est juste ça la différence. C'est-à-dire mais on a toujours été comme ça. Enfin, les gens qui disent que ça c'est d'aujourd'hui, c'est pas vrai. En fait, ça a toujours été comme ça. C'est juste que, aujourd'hui, on est beaucoup plus mélangés, que ce soit la France, mais dans toute l'Europe. Donc évidemment, plus on est mélangé, plus ça crée des discordes et plus on retourne à nos bases. À la radicalité, radicalité veut dire radis, la racine. Chacun retourne à sa racine. Voilà, on retourne à ses racines et c'est humain en fait. Mais ça fait 70 000 ans que c'est comme ça, on va pas changer là, je vous le dis. Ouais. Et le problème, c'est que là, beaucoup de gens le prennent en pleine face et en se disant c'est grave. Mais non, c'est pas grave, ça a toujours été comme ça. Par contre, on fait quoi de ça? Voilà. Alors, on va arriver au ça va mal finir, parce que c'est quand même votre titre. Et pourquoi ça va mal finir? Parce qu'on ne sait pas réagir par rapport à ça, on n'arrive pas à faire le constat que vous faites, et on ne sait pas réagir. Et là, je voudrais quand même donner quelques exemples qui sont assez forts dans votre livre. C'est-à-dire que vous avez justement à un moment donné, on vous envoie dans votre école de MMA des jeunes en réinsertion. Et si vous pouvez les aider, parce qu'il leur faut un cadre, il faut les aider, sinon les pauvres, c'est la casse-prison. Bon, sauf que là, qu'est-ce que vous découvrez? C'est que les éducateurs, pour ces jeunes en réinsertion, sont complètement, comment dire gentiment, mous du genou et incapables de tenir les jeunes qui sont censés encadrer et incapables de se lever le matin. C'est-à-dire que ces gens-là arrivent à 14h, donc ils sont censés commencer tôt le matin, je ne sais pas quelle heure, et eux-mêmes ne se lèvent pas. Donc en fait, on est dans une société où ceux qui sont censés donner des cadres, eux-mêmes n'ont aucun cadre. C'est les mêmes. Voilà ma réponse. C'est les mêmes. En fait, on a affaire aux mêmes personnes. Comment voulez-vous que les gens qui gèrent des gens en difficulté, eux sont eux-mêmes en difficulté et on leur dit c'est vous qui allez leur montrer comment il faut faire? Oui. C'est un peu compliqué. C'est pas encore une fois une généralité, ce que je vous dis là, parce que j'ai rencontré des éducateurs qui, eux, avaient le bon sens et avaient compris. Mais le problème, c'est que moi, quand on avait affaire à eux, en tout cas par le biais des salles de sport, à chaque fois,
je me retrouvais à être obligé de gérer autant les éducateurs que les jeunes. Et là, je me dis, c'est compliqué déjà de dire à un éducateur, mais attends, on t'attend depuis 1 heure, j'ai pas réussi à me lever. Mais comment ça, t'as pas réussi à te lever? Que tes jeunes me disent que t'as pas réussi à te lever, ok, notre boulot, c'est qu'ils se lèvent. Mais que toi, tu me dises, le gars censé, d'ailleurs le coach, a-t-il un diplôme d'État? Lui, je me pose la question. C'est pour le faire un peu d'humour, mais est censé être levé et t'arrives en retard et que c'est à nous de nous occuper des jeunes avant que t'arrives. Mais c'est quoi cette histoire? Et puis là, les cheveux dans tous les sens, pas du tout préparés, une tenue catastrophique, c'est-à-dire l'image, ce qu'on va amener, le charisme, la tenue, le respect, ça s'importe, ça se transmet à nos jeunes. Quand le gars qui arrive est pire que ceux qui doivent gérer, c'est déjà foutu, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Alors oui, je sais qu'il y a des gens qui disent ouais, tu peux pas dire ça, il y a plein d'éducateurs qui font un boulot de fou. Oui, il y a plein d'éducateurs qui font un boulot de fou. Malheureusement, il y a aussi beaucoup trop d'éducateurs qui font pas du tout le boulot et qu'il faut vite faire quelque chose parce que ceux qui sont censés aider ou sauver des jeunes sont dans le même état que ceux qui doivent aider, quoi. Oui. Alors justement, et pour finir, pourquoi ça va mal finir? On l'a dit, éducateur, il y a aussi la police. On a commencé à aborder le sujet, mais la police est perdue, ne peut pas réagir. Il y a certaines choses qu'elle n'a pas le droit de faire. En plus, il y a aussi une forme de bien-pensance qui s'est installée dans cette police, et vous le racontez, notamment quand votre fille se fait agresser, que vous allez donner vous-même une correction, on va dire ça gentiment, aux jeunes qui agressent votre fille. Et le policier vous fait la morale en disant fallait pas faire la correction vous-même, on se fait pas justice soi-même. Vous dites attendez, votre fille se ferait agresser, vous feriez quoi? Il dit moi ma fille se ferait tuer, je ne tuerais pas une mouche. Enfin, je sais plus quelle est sa phrase exacte. Je ne tuerais pas une mouche pour protéger ma fille. Ouais. Il est incapable de tuer une mouche, en gros, c'est ça, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, les policiers de terrain, moi je parle des policiers, des gendarmes de terrain, ils sont complètement démunis par la situation parce que maintenant ils n'ont plus le droit de rien faire. Vraiment. Ouais. Tout est bouché, bloqué, voilà. À partir de là, c'est très grave parce qu'en fait, on n'est plus du tout protégé. Tout est coincé, ils sont bâillonnés. On a encore vu les dernières images de ce week-end. Où, on va les voir. Si vous voulez bien, on va les regarder en Seine-Saint-Denis, juste pour que vous puissiez commenter ce qui se passe. C'est des images assez terribles parce qu'on voit que ces deux pauvres policiers qui sont chacun dans un véhicule sont obligés de fuir, en fait, de partir face à une horde de une vingtaine de jeunes. On regarde ça. C'est la folie. C'est la folie. Regardez comment ils vont casser les voitures des policiers. Le jour de l'Aïd, wesh. Non, c'est pas bon. Nos voitures à Lima. Nos voitures. Oh, nos voitures à Lima. Ta voiture, elle est où? La police, elle part. Dans un pays normal, on ne voit pas ça. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'on paye pour être protégé. C'est la première des raisons pour laquelle on paye des impôts. C'est pouvoir sortir dans la rue, être bien, s'habiller comme on veut, être en sécurité. Là, clairement, ça n'est plus le cas aujourd'hui en France. Ça n'est plus le cas et puis personne ne peut le nier. Ça devient compliqué. La police, là, elle nous montre quoi? Ils n'y peuvent rien. Je vous le dis, moi, les policiers, là, ils n'y peuvent rien. Imaginez, il y en a un qui sort, il sort juste un pistolet pour les faire fuir. Imaginez le scandale. Imaginez ce qui se passerait pour lui. IGPN, garde à vue, probablement perte d'emploi, enfin bon, tout. Oui. C'est une catastrophe pour eux. On leur a, alors on me dit souvent, ils ont peur, ils veulent pas aller dans la... Mais vous croyez vraiment qu'ils ont peur? Vraiment? Mais moi, j'ai côtoyé les policiers toute ma vie, et les gendarmes. Mais personne n'a peur, ils n'ont pas peur, c'est juste que leur chef... Ils peuvent avoir un peu peur parce qu'ils sont pas forcément armés aussi. Si, les policiers, la plupart... Là, ils sont pas armés, ils n'ont rien pour se défendre. Dans la voiture, je ne sais pas si c'était la municipale, je ne sais pas si dans cette ville-là... Je sais pas si dans cette ville-là, c'est une police armée, je n'ai pas eu l'information, mais en grande partie, la plupart des policiers en France sont armés. La police nationale, elle est armée, mais c'est le même problème. La police nationale, dans les quartiers, ils ne peuvent pas y aller. Quand ils y vont, ils subissent la même chose, donc ils s'en vont. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils n'ont pas peur, mais en fait, c'est la hiérarchie qui a peur d'un scandale. Hier, on m'a dit il faudrait armer plus la police. Mais elle est déjà armée, la police. Ils sont déjà armés, en fait. Sauf que le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas sortir Ils sont armés, mais ils n'ont pas le droit de s'en servir. Alors oui, ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais non. C'est quand on se retrouve dans des endroits où ils se font littéralement attaquer. Oui. Littéralement attaquer. Là, c'est une attaque. Il y a eu quoi comme réaction, là? Il n'y a rien eu. Oui. En fait, terminé. Point barre, ça s'arrête.
Ils rentrent chez eux et puis terrain conquis là. Quand on parle de territoire, là pour le coup, là cette jeunesse-là, là c'est leur territoire. Ils viennent de le montrer. Vous savez, les policiers, je parle souvent d'armure. Un policier, c'est son armure, c'est-à-dire qu'il représente l'État. Oui. Vous savez, le képi, le vêtement, c'est l'armure. Il représente le pays. Il a l'armure du pays, le blanc-rouge dessus. Ils font quoi là? Ils rejettent quoi? Ils rejettent le pays là. Oui. Ils rejettent bien le pays. Ils rejettent ceux qui représentent notre pays. Donc, on a perdu le territoire. Donc, il y a bien des parties en France où les gens qui représentent avec leur armure le pays ne peuvent plus rentrer. Et quand on dit qu'il faudrait faire appel à l'armée, vous en pensez quoi, vous? Mais non, pourquoi l'armée? Déjà, l'armée, elle n'est pas préparée et entraînée, formée pour intervenir sur ce genre de situation de maintien de l'ordre. Ce n'est pas son travail. Ils font plein d'autres choses très très bien, mais ce n'est certainement pas le travail des militaires. Les policiers savent le faire. Il y a les policiers, il y a les CRS, il y a les gendarmes mobiles. La BAC, ça c'est leur boulot. Ils savent faire, ne croyez pas une seconde qu'ils ne savent pas faire. Je les côtoie, moi je veux dire, ils savent faire. Sauf que les chefs, les carriéristes, ceux qui sont dans les bureaux, ceux qui sont gradés, ils ne veulent pas que ça se fasse. Parce qu'au moindre problème, c'est repris par tous les médias de gauche, ça part en cacahuète sur des trucs de dingue. Et eux, ceux qui sont carriéristes, ne peuvent plus changer d'endroit, monter en grade. Ils ne veulent surtout pas. Quand un policier sort sa gazeuse aujourd'hui... Attendez, le désastre français au niveau sécuritaire n'est qu'une histoire de carrière, en fait. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, on les a conditionnés au pas de vague, pas de problème, personne dans les rues, tout doit bien se passer, on ne doit rien voir. Voilà, on les a Je précise que c'est la même chose dans les écoles. Bien sûr. Les profs qui essayent de se faire un peu respecter ou de changer les choses. Ils finissent virés de leur boulot. Ils finissent mis à l'écart. Voilà. Et c'est partout pareil. Voilà. Et donc, ça devient très grave. Et quand j'explique qu'il faut tout jeter, tout recommencer, que tous les chefs doivent être remplacés par des gens qui acceptent que, il va peut-être falloir faire un peu de vague, va peut-être falloir secouer un peu les gens, ça va peut-être piquer un petit peu, mais croyez-moi, un pays comme la France, franchement, moi je donne 3 à 5 mois, on redonne les rênes aux policiers, on dit maintenant, allez-y. On va être un peu moins regardant, on va vous demander d'un peu moins écrire, parce que vous utilisez la gazeuse, c'est 2h30 d'explication, c'est contrôle, enfin voilà. Et allez-y, mettez un peu d'ordre là-dedans, parce que là, c'est un peu compliqué. Oui, mais les journalistes de gauche, ils vont s'inquiéter là, et on va se faire attaquer. On s'en fout. On y va, parce que là, les gens, ils en ont marre. Oui. Donc, comme ils en ont marre, la majorité des gens en ont marre. C'est la majorité silencieuse, qui est silencieuse, mais elle en a marre, donc il faut aller les aider. Voilà. Et vous croyez que les gens des quartiers, moi je parle aux mamans des quartiers, elles en peuvent plus. En vrai, même elles sont conditionnées dans ces situations. Elles parlent, elles sont foutues. On vient péter leurs portes d'appartement. Elles en ont marre. Elles aimeraient bien que dans leur quartier, elles puissent ressortir normalement. Elles ne peuvent plus. Voilà. Parce qu'il n'y a plus rien qui est contrôlé. Elles sont terrorisées par quoi? Par ces clans? C'est la drogue ou c'est même pas que la drogue? La drogue en fait une grande partie, parce que de toute façon, aujourd'hui, comme ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, vendre comme ils veulent, et qu'il n'y a pas grand-chose de fait, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui marche, en fait, je vous dis, c'est des territoires conquis avec leur système de business, et un business qui fonctionne parfaitement. Ouais. Je vous rappelle qu'à Rennes, l'année dernière, il y a eu 2 points de deal vendus, un à 3 millions et un à 1 million. C'est juste incroyable. Et c'était mis sur Snap à la vue de tout le monde. Les plans XXL Place Net & Co, là, Darmanin, ça marche ou c'est... En fait, je les ai vus fonctionner, moi, donc je peux vous dire. Quand vous mettez une compagnie de CRS dans les rues où il y a plein de dealers, oui, pendant qu'elle est là, il n'y a plus de dealers. Puis dès qu'ils s'en vont, c'est-à-dire 8 jours après, ils reviennent dès le lendemain matin. Pour récupérer un territoire, c'est pas en 8 jours, on récupère un territoire sur plusieurs mois. Oui. C'est-à-dire qu'on travaille, on va chercher les gens qui ne respectent plus les règles, et quand on les attrape pas avec des fleurs. Parce qu'eux tuent des gens. Ils s'entretuent entre eux. On les attrape pas avec des fleurs. Là, aujourd'hui, un policier qui met un mec au sol, il faut qu'il s'explique pendant 3 jours. Non, en fait, c'est des gens dangereux. Ils sont dangereux pour le groupe, ils sont dangereux pour le clan. Oui. Donc, il faut défendre le clan, parce que le clan... Moi, à Rennes, il y a une grand-mère de 73 ans qui est morte la semaine dernière dans une situation dramatique. Il y a 2 mecs qui sont rentrés dans son appartement, ils lui ont fracassé la tête. Elle est morte, la dame, elle était chez elle, dans son territoire. Ah, oui. 73 ans, Rennes, une ville, il y a encore 5 ans, qui était une ville incroyable, pacifique, trop bien, tout était magnifique. C'est fini ça, c'est fini.
Ça va mal finir, c'est donc le titre du livre Le Jarl que vous pouvez retrouver et coécrit avec Jean-Luc Riva, édition Nimrod. En tout cas, ça plaît pas à tout le monde, mais les choses sont très clairement écrites avec une expérience très très riche, beaucoup de concret et ça fait en tout cas beaucoup réfléchir. Merci encore Le Jarl. Merci à vous tous sur Tocsin. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à tocsin-media.fr, tocsin-media.fr et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.